Merci à toutes et tous d'être là pour cette... on est à 3, on est à 4, quatrième, troisième table ronde. Merci à tous les quatre de nous accompagner sur ce très beau sujet, de m'avoir consacré du temps en amont. Je vais vous présenter rapidement Joëlle Dufeuilly. Vous êtes traductrice du hongrois. Notamment Peter Esterházy, Georgi Dragoman et normalement là tous les libraires vont spammer Laszlo Krasznaorkai. Et puis vous avez aussi bénéficié de la bourse Archipelagos pour aller faire vos courses à Budapest dernièrement. Yves Cotier à vos côtés, qui est également traducteur et auteur d'ailleurs, mais traducteur du russe, une cinquantaine de publications chez différents éditeurs. Oleg Ermakov, Yuri Ritkiou, alors je prononce mal, vous prononcerez ça très bien après, Vassili Peskov ou Pagetnov. Bienvenue Yves et Joëlle pour les traducteurs et traductrices. La libraire Laura Raoul. Laura, vous êtes responsable adjointe de la librairie du Phénix, 672 boulevard de Sébastopol, dans le 3e arrondissement de Paris, qui est une librairie spécialisée au départ Chine, qui s'est ouverte à toute l'Asie. Et vous proposez à la fois des livres en VO et évidemment des traductions en français, des livres publiés en français. À vos côtés, Benoît Véry, qui est éditeur et fondateur de la maison d'édition La Contralée, maison créée en 2008, si je ne dis pas de bêtises, Benoît. Une maison qui publie des romans, des récits, de la poésie, des essais, qui veut se diriger et se dirige vers une littérature émancipatrice et qui publie à la fois des textes francophones et bien évidemment de la littérature traduite, sinon vous ne seriez pas à nos côtés, Benoît. Ce sujet, le rôle du traducteur comme apporteur de texte, et évidemment pas passeur, mais apporteur. Nous, les libraires, sommes passeurs ensuite. Là, c'est vraiment dans un cadre professionnalisant d'aller trouver, de se battre pour trouver un éditeur, pour publier un texte et se faire payer la traduction. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement professionnel. Benoît, vous êtes l'éditeur, donc le rôle va vous revenir. J'aimerais que vous rappeliez rapidement, au cas où certains ne sauraient pas, les différents chemins par lesquels les textes étrangers peuvent arriver dans les mains d'une maison d'édition. Bonjour tout le monde, et merci de cette invitation tout de même, c'est chouette. J'en profite pour ajouter qu'à la Contralée est associé un festival qui s'appelle D'un pays l'autre. Non, mais je peux le faire. On va en parler. Oui, D'un pays l'autre, mais c'est parce que c'est pour répondre indirectement quand même à cette question. D'un pays l'autre, c'est une manifestation dédiée aux personnes qui traduisent, qui existe depuis on va dire 11 ans. Qu'on couple de nombreuses rencontres en milieu scolaire pour sensibiliser finalement à cet enjeu des littératures traduites, mais aussi surtout à incarner finalement cette traduction et qui pratique ces métiers qui sont importants. Et ce festival, naturellement, il nous permet de rencontrer également pas mal de personnes, et ces personnes ont cette curiosité qu'on partage tous ici, qui est celle du texte. Et donc pensent nécessairement à des auteurs ou des autrices des langues qu'ils peuvent traduire, qui ne sont toujours pas visibles dans notre espace, par exemple. Donc c'est une occasion de dialoguer. Et au-delà de ça, ce sont aussi des personnes qui nous ont beaucoup aidé à appréhender notre travail sur le texte. Mais ça, on en reparlera peut-être à un autre moment. Il y a pour nous des personnes très précieuses dans cette histoire pour nous éclairer sur certains textes ou comment les textes peuvent nous arriver. Bien, ce sont les libraires. Les libraires qu'on rencontre en France, bien sûr, mais également à l'étranger, beaucoup, parce que c'est une sorte de vice, ce truc. On va quelque part en voyage et puis on entre dans une librairie, toujours. Et puis il y a aussi ces endroits où on peut se rendre plus fréquemment que d'autres et on prend presque des habitudes
Et voilà, vous sympathisez nécessairement avec les libraires, et ces libraires se disent, bah, attends, vous avez lu ça, vous avez regardé ça, il y a cette maison, voilà, et puis d'année en année, il y a une relation qui s'installe, et on peut même potentiellement recevoir un message de ce libraire dans le courant de l'année en disant, il faudrait peut-être jeter un œil sur cet auteur ou cette autrice. Ça, c'est une réalité. Traducteurs, traductrices, énormément. Nous, on reçoit entre 10 et 15 propositions quotidiennement, tout confondu. Et là, dans cette somme de propositions quotidiennes, il y a traducteurs et traductrices, bien sûr, qui font ce travail qui est assez précieux, finalement. C'est que s'ils nous adressent un texte, c'est pas innocent. C'est qu'a priori, ils ont deviné un tout petit peu ce qui pouvait se passer dans cette maison, et que la nature des textes qui nous sont proposés correspondent effectivement, possiblement, à notre histoire. Après, il y aura 1000 questions de la façon d'avancer sur un projet comme ça. Mais en tout cas, vraiment, c'est comme ça que ça se passe. D'autres manières aussi de voir un texte arriver, en tout cas un texte de l'étranger, c'est par le biais des auteurs et des autrices. Que l'on édite déjà, ou alors qui ont pris en sympathie la maison, parce que c'est aussi des choses qui se passent. Quelqu'un peut ne pas éditer dans cette maison, mais affectionner cette maison. Ça, c'est une façon de faire, en tout cas, surtout pour les textes à traduire. Sachez qu'il y a aussi des auteurs et des autrices qui s'intéressent directement à nous, parce qu'ils font eux-mêmes ou elles-mêmes ce travail de veille un petit peu, ils sont attentifs, ils ont entendu, enfin voilà. Donc c'est déjà pas mal de choses. Hein. Et puis évidemment, les agents, des maisons d'édition étrangères. C'est vrai, il y a effectivement un travail d'agence qui peut être fait. En fait, je ne les compte pas dans les 15 propositions quotidiennes. Ça, c'est autre chose. On en reçoit beaucoup, mais ça dépend où on travaille. Moi, quand une agence me contacte, en fait, assez concrètement, je connais le scénario déjà. Je n'aime pas beaucoup ce scénario, il nous accompagne pas spécialement. Ça n'est pas du tout une remise en cause de l'intérêt des agences, mais à notre endroit, on va plutôt sur des textes, des auteurs qui n'ont pas encore été traduits, des premiers textes, des choses qui vont demander un engagement assez fort dans le temps, et qui vont nous demander de prendre quelques précautions dans le temps. Et je pense notamment à ces traducteurs et traductrices qui participent de la reconnaissance, ou en tout cas de l'éveil de l'attention sur un auteur ou une autrice, qu'il faut pouvoir garantir de la continuité du travail avec cet auteur ou cette autrice dans le cas de figure d'une cession de droit qui passerait comment dire, à un autre endroit en tout cas quand on se fait écarter du jeu, quoi. On y reviendra aussi tout à l'heure. Merci Benoît. Joël Dufeuilly et Yves Gauthier, j'ai eu le sentiment que l'un comme l'autre, au début de votre travail de traducteur, finalement, ça s'est imposé d'être apporteur de texte pour devenir traducteur. Est-ce que j'ai mal interprété vos débuts, ou est-ce que finalement, vu vos langues, le hongrois, le russe, il n'y a pas trop le choix, c'est à vous d'aller apporter les textes que vous avez envie de traduire. Joël, comment ça s'est passé ? Oui, bah effectivement, lorsque j'ai choisi ou pris cette décision d'essayer de devenir traductrice d'écrivains hongrois, j'ai tout de suite réalisé que c'était inutile d'envoyer un CV à un éditeur et dire voilà, je traduis du hongrois, si vous avez besoin d'un traducteur de hongrois pour un écrivain hongrois. Bon, c'était... J'ai eu aussi... Alors après, c'est aussi... Il y a beaucoup de hasards qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc j'ai eu la chance quand même de découvrir le plaisir de la traduction. En fait, j'ai passé presque un an à Budapest, et l'été, tous les étés, il y avait en Hongrie, alors ça s'appelait des camps, mais ça c'est des restes du communisme, des camps de traducteurs. Et ça se passait en général dans des vieux hôtels, dans des vieilles stations balnéaires, c'était super joli.
et c'était payé par le milliardaire Soros, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'était on passait 15 jours dans un endroit un peu idyllique, des traducteurs venus du monde entier, et il y avait des écrivains hongrois qui venaient, des critiques littéraires, etc. Et j'ai été, quelqu'un sans me demander mon avis, m'a inscrite à ce camp. Et donc, j'y suis allée, et j'ai adoré, et j'ai eu la chance et le bonheur, en fait, de traduire 3 courts textes, mais de 3 très grands écrivains hongrois. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Et ensuite, en revenant à Paris, j'avais un professeur de hongrois qui s'était lié avec un éditeur français, et ils ont fait une anthologie de littérature hongroise. Et suite à je ne vais pas dire un malentendu, mais suite à un pari, j'ai eu ce qui s'est révélé une chance de traduire un texte monstrueusement difficile. Donc ça, c'était un peu le côté de László Krasznaorkai. Et j'ai failli renoncer tellement c'était quand même difficile pour moi. Et je l'ai rencontré, il m'a un peu aidé, donné les clés de son écriture. J'ai aussi réalisé à quel point c'était un très grand écrivain. Et j'ai fini par... j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai fini par réussir à traduire ce texte. Et là, c'était un mélange, et c'est resté tout le temps. Ça fait maintenant presque plus de 25 ans que je le traduis. Et c'est un mélange de souffrance et de plaisir. Et à la fin, c'est toujours le plaisir on se souvient que du plaisir, en fait. Quand on le vit, non. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Quand bon, c'est important. Donc Si, je sais. C'est à cause de ça et de ce plaisir, même s'il y a de la souffrance, que j'ai décidé de devenir traductrice. Voilà. Et bon, ces premiers textes, là, c'était pour l'anthologie, c'était Thésée, 3 discours de László Krasznaorkai. Donc c'était un seul texte. C'était un seul des 3. Oui. Mais alors après, effectivement, j'ai décidé de traduire son roman Tango de Satan, qui n'avait pas été traduit en français. Et j'ai préparé un dossier, j'ai mis un an de travail pour faire ce dossier. J'ai suivi les conseils d'une amie qui m'avait dit, c'était Sophie, qui m'avait dit, mets-toi à la place d'un éditeur qui reçoit 10 ou 20 dossiers par jour, mets-toi à sa place et ouvre ton dossier et fais en sorte qu'ils disent « Ah, là, il y a quelque chose ». Donc il faut... Et c'est compliqué parce que quand on fait ce travail, finalement c'est gratuit, on ne sait pas si ça donnera quelque chose, et pourtant il faut énormément travailler. Ça c'est le côté... Et si ça marche, on est satisfait. Si ça ne marche pas, c'est beaucoup d'investissement. Le dossier, c'est quoi? C'est une présentation du livre, de l'importance. Alors, en fait, oui, moi j'avais fait une présentation de l'auteur. Alors, une présentation de moi, mais j'étais débutante. Et en fait, j'avais traduit 100 pages. Voilà. Ce qui est énorme, oui. Yves, vous étiez traducteur aux éditions du Progrès à Moscou dans les années 80. Vous rentrez en France. Et là, effectivement, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas le choix pour continuer la traduction. En plus, je crois que vous dites que c'est une rencontre avec la langue russe. Donc, vous vouliez continuer à rester très proche et très attaché à cette langue. Il n'y a pas le choix, il faut se transformer en apporteur de texte auprès des éditeurs. C'était naturel, une démarche naturelle.
Je n'avais pas pour stratégie d'être traducteur littéraire du russe parce que je ne voulais pas être un usurpateur. Dans la culture littéraire russe, la traduction, telle est la tradition, elle est placée très haut. Il y a un livre, un grand livre sur la théorie de la traduction, écrit par un philologue russe, Kornei Tchoukovsky, qui s'appelle Un très grand art. Un très grand art, c'est l'art de la traduction. Et de fait, dans la tradition littéraire russe, la traduction est un art pratiqué par les plus grands. Les plus grands écrivains de Russie ont été traducteurs. Une démarche naturelle. Tolstoï, quand il lit Taureau et qu'il comprend l'enjeu de cette littérature qui est un dialogue avec la nature, que fait-il? Il traduit Taureau en russe. Après lui, tout le monde l'a fait, traduire. Aussi pour de mauvaises raisons, c'est que la Russie est un pays de censure et la traduction a été un champ de création où les écrivains martyrs pouvaient s'exprimer. Marchak, Pasternak, la liste est longue, tous sont passés par là. Donc, si vous voulez, moi, dans tout ça, dire je suis traducteur, je le vivais presque comme une imposture. Donc, un livre traduit, puis 2, puis 3, puis 10, et le jour est venu où j'ai pu m'avouer à moi-même que oui, j'étais traducteur, et j'ai fait une sorte de coming out, si je puis dire, cet aveu que j'étais traducteur. Dans le cas du russe, il y a aussi une donnée particulière, une donnée objective, qui est que les éditeurs en Russie ne sont pas propriétaires des droits d'auteur. Ils achètent le livre pour une publication, mais le copyright reste en la possession de l'auteur. Et pour cette raison-là, les Russes ont pris plutôt le chemin anglo-saxon des agents littéraires, mais c'est une pratique qui ne s'est pas véritablement institutionnalisée. Donc la tradition, dans le cas de la littérature russe, c'est qu'elle est représentée, elle est portée par des traducteurs. 59,5. En préparation de cette table ronde, j'ai fait un petit exercice, j'ai pris ma biblio de traducteur, je l'ai saisie dans un tableur Excel et j'ai regardé quel était le pourcentage de mes publications comme traducteur que j'avais porté moi-même, 60%. 59,5. Je pense que ça illustre la façon dont nous travaillons. Merci. Laura, on pourrait a priori se demander, merci Benoît d'avoir déjà fait le lien, effectivement un libraire peut être apporteur de texte, mais vous en plus finalement vous êtes aussi apporteuse de texte auprès des traducteurs. Alors à la librairie vous vous occupez plus spécialement notamment de la littérature chinoise, puisque vous avez fait l'INALCO dans cette langue. Et puis, vous vous occupez aussi des pôles Japon, Asie du Sud-Est, monde indien, Mongolie et Tibet. Bon. Et tout ça, je l'ai dit, il y a de la VO. Donc, vous êtes une source d'inspiration et de discussion pour moult traducteurs et traductrices. Oui, bah c'est vrai qu'on a beaucoup de traducteurs qui viennent à la librairie et qui souvent regardent les nouveautés qui sont forcément liées sur nos choix en tant que libraire. Bien sûr, nos goûts, mais aussi ce qui marche en Chine ou au Japon ou autre. Et après, on a aussi pas mal de traducteurs qui viennent
nous demander aussi est-ce qu'on a eu des coups de cœur pour des textes, est-ce que des textes marchent bien en chinois auprès d'un lectorat français et chinois. Donc c'est sûr que parfois on met un texte entre les mains d'un traducteur. Et même moi, quand par exemple j'étais à l'INALCO, quand j'ai fait ma première année de traduction, de master de traduction, quand je suis arrivée à la librairie, j'ai vu l'étendue du rayon VO chinois et je me suis dit mais il y a tant à faire. Et j'ai eu le choix de pouvoir étudier un peu plus longuement les textes avant de choisir celui que j'allais étudier. Mais oui, ça nous arrive très souvent de en tout cas beaucoup dialoguer avec les traducteurs sur les tendances en Chine, comment ça se reflète en France et ce qui pourrait marcher, ce qui pourrait aimer. Et est-ce que vous avez aussi une discussion pour justement, une fois que vous les avez convaincus de s'intéresser à un auteur ou à un titre, vers quel éditeur français se tourner? Parce que c'est aussi, enfin Joël l'a dit, Benoît l'a dit, c'est quand même très important pour un éditeur de recevoir un texte qui correspond à son catalogue. Oui, alors des fois on a aussi des traducteurs qui arrivent directement avec un projet et qui nous disent à qui vous pensez pour le projet d'édition. Et sinon, oui, souvent on nous demande, on nous parle du roman ou alors nous on en présente un et on nous dit est-ce que tu penses que tel éditeur serait intéressé, est-ce que tu as des noms, comment je présente la traduction. Et généralement on fait le même conseil, on dit mets-toi à la place de l'éditeur, tu dois vendre à l'éditeur ta traduction en fait. Donc on dialogue beaucoup sur ça. Et après, pour donner un exemple, peut-être ça débordera sur une autre question, mais pour notamment le chinois, c'est vrai qu'avant il y avait des collections qui étaient vraiment identifiables sur la Chine et qui ont peu à peu disparu. Et restent quelques éditeurs qui sont spécialisés Asie en général, on va dire. Mais ça se perd quand même un petit peu. Et on a de plus en plus un éditeur qui, sur un coup de cœur avec un traducteur ou un coup de cœur pour un auteur, va porter ce texte au grand public en n'ayant jamais eu de titre chinois, par exemple, à son catalogue. Donc on voit qu'on est obligé d'apporter le texte à l'éditeur et on est obligé de travailler main dans la main pour mener le traducteur devant l'éditeur qui potentiellement pourrait être intéressé. Merci Laura. Yves, comment vous avez fait ces choix justement de maisons d'édition à qui vous proposiez les textes? C'est toujours un peu douloureux. Benoît, je ne vous envie pas, parce que vous dites 10, 15 manuscrits par jour, ça veut dire que votre métier, c'est de dire non. Il y a deux métiers que je n'aurais pas pu faire, c'est professeur et éditeur. Éditeur parce qu'il faut dire non plusieurs fois par jour, et professeur parce qu'il faut mettre de mauvaises notes à ceux qui n'en méritent pas de bonnes. Comme traducteur, je suis mieux dans mon rôle. On sait bien sûr quels livres sortent, quels auteurs sont publiés chez qui. Les éditeurs ont leur couleur, ont leur personnalité, ont leur ligne éditoriale. Et en proposant un texte à un éditeur, je ne crois pas m'être trompé de destinataire en quelque sorte. Je vois qui est qui, et ce procès qu'on fait souvent aux gens qui portent des manuscrits de ne pas connaître le profil de l'éditeur auquel ils s'adressent. C'est, je crois, un mauvais procès. Mais comme le travail de l'éditeur est de dire non, le sort du traducteur est de s'entendre dire non. C'est un peu mystérieux, en vérité. Tout est mystérieux. La carrière du livre, y compris sa carrière commerciale, en soi est un mystère. Et l'acceptation ou pas de l'éditeur, pour moi, je le dis en toute sincérité, c'est aussi un mystère. Il y a beaucoup de situations où tout concorde, mais où c'est le non qui tombe,
au bout du compte. Mais le mystère fait partie de la vie. Le projet se construit évidemment par des pages traduites, quelques feuillets, 10, 20, 30, 40, 50, 80, par une présentation de l'auteur, une sorte de profession de foi du traducteur, mais c'est plus le livre qui parle que le traducteur. Le choix des mots, c'est important parce que l'enjeu est tel qu'on ne peut pas se mentir. C'est aussi pour ça qu'un refus, ça fait mal, parce qu'on présente non pas un projet, non pas un texte, non pas un auteur ni un manuscrit, mais un morceau de soi. Et le choix des mots est aussi une façon de mesurer la foi qu'on a dans ce texte. Donc c'est un moment très important. Et puis vient ensuite le dialogue avec l'éditeur. C'est parfois très douloureux de produire un projet nourri, argumenté, et de s'entendre dire ça ne fonctionne pas. Ou ce n'est pas convaincant, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse que si ça fonctionne ou si c'est convaincant, mais c'est une réponse interdite. Donc il y a quelque chose de frustrant, il faut le prendre sans amertume, mais comme une blessure de guerre, on se relève et on va plus loin. Et je parlais aussi d'un mystère parce que, je le dis sans esprit de vengeance, mais c'est un exemple auquel je pense souvent. Il m'est arrivé sur tel projet d'essuyer une trentaine de refus. Je pense à un livre que j'ai présenté au début des années 90, s'appelait « Ermite dans la taïga ». Une belle histoire en prose documentaire, l'homme et la nature sauvage, sur fond d'histoire humaine assez tragique, mais aussi d'histoire religieuse et donc spirituelle. Bref, plus de 30 refus, et j'ai des lettres de très très grands éditeurs motivant leur refus. Une acceptation de ce texte qui tombe un peu comme un hasard, et un livre qui fait une carrière, une très belle carrière commerciale, vendu dans une petite trentaine de pays, avec un tirage qui a flirté les 100 000 exemplaires, donc un bel exemple. D'autres exemples comme ça sont possibles. La flamme qui brûle quand on épouse un texte n'a rien à voir avec le résultat commercial du livre. Ça, pour la énième fois, je vais employer le mot mystère. Benoît, l'homme qui dit non. Faux procès, ou ça arrive quand même que vous receviez des projets qui ne correspondent pas du tout à la maison, et où c'est peut-être encore plus facile de dire non. Et oui, est-ce que effectivement, je pense qu'il va pas tort en disant que le travail de l'éditeur, c'est aussi de dire non à beaucoup de choses. Oui. Oui. Je continue de penser que c'est vraiment un métier qu'il est difficile de saisir dans toutes ses longueurs, travers. Je le découvre encore année après année. Pour rester dans le cadre d'un oui ou d'un non, sur une proposition de texte à traduire, quand on dit oui ou quand on dit non à un traducteur ou une traductrice, il compte double. Parce que quand on dit oui à un texte, on dit oui à son auteur, à son autrice et à qui le traduit.
Alors c'est des histoires d'échelle de maison peut-être, ou de façon de voir le métier, mais sachez que par exemple, nous, quand on dit oui à quelque chose, à un texte que l'on va traduire, finalement, on s'intéresse plutôt à l'auteur donc, ou à l'autrice, et naturellement à qui va le traduire. Et on aime bien aller rencontrer les gens sur place, en fait, ou on aime bien aller voir où ils vivent. En fait, on aime bien faire connaissance. C'est notre privilège dans cette histoire, ou en tout cas, c'est quelque chose qui nous motive à passer les jours qu'on passe des fois, et de se dire, tiens, on va aller rencontrer telle ou telle autrice cet été ou cette année. Et on voit bien que ça nous conforte dans notre façon de faire aujourd'hui, d'installer des relations à terme qui nous... Je ne sais pas, où ça permet aux gens de voir à qui ils ont affaire aussi, parce que... Je vais faire une petite parenthèse, mais le rare auteur qu'on n'a jamais rencontré, il n'y en a qu'un qu'on n'a jamais rencontré à l'étranger. Et finalement, c'est là où on se retrouve des fois dans des enjeux où un projet évolue, est reconnu, la traduction est reconnue, et puis il y a un petit changement de maison à l'étranger, et puis là on rentre dans des affaires où des agences commencent à jouer des surenchères, et on perd non seulement le texte, l'auteur, mais le traducteur perd aussi la traduction, ou la traductrice en l'occurrence. Voilà, c'est la seule fois où finalement, vous voyez, on n'a pas réussi à trouver une opportunité de vivre cette histoire comme ça. Alors, je dis beaucoup non, mais moi, on me dit très très souvent non aussi. C'est un pays du non, c'est comme ça. Mais il y a quelque chose qui me rassure tout le temps dans cette histoire-là, et je l'entends chez vous, c'est la ténacité. Dans cette salle, j'ai encore parlé ce midi à une personne où on est sur un projet depuis longtemps, on ne trouve pas le bon scénario, on réfléchit à des nouveaux scénarios à chaque fois. Ce n'est pas le manque de désir de travailler ensemble, c'est nécessairement essayer de trouver un bon alignement, un scénario en fait. Moi je dis oui à un texte, et surtout un auteur ou une autrice, quand je sais que je me sens capable, non pas de l'éditer, mais de l'éditer pleinement, c'est-à-dire de l'accompagner. Il va falloir qu'on trouve, ce texte peut me donner des fois des idées, ou la personne va me donner des idées sur la façon de pouvoir finalement imposer ce texte d'une manière ou d'une autre, en tout cas trouver un endroit où on va pouvoir le poser, commencer à cristalliser une histoire et rebondir. Voilà. Tant que je n'ai pas vu ce scénario, que ce soit une traduction ou autre, c'est 40% de traduction environ chez nous dans le catalogue, tant que je n'ai pas ce scénario, je ne peux pas dire oui. Pourquoi ? Parce qu'on publie 12-13 titres par an. C'est notre capacité de travail. Chez Tristram, je pense que c'était beaucoup plus parlant. Il ne parlait pas en nombre de titres capables de publier dans l'année, c'est en nombre de feuillets, en nombre de pages, en nombre de signes à travailler. Vous voyez ? Et finalement, on a une capacité de travail qui est la nôtre. Ça correspond à peu près à ce que je viens de dire là. Et donc, il faut penser aux gens que nous accompagnons depuis quelques années. Et ça, c'est l'enjeu premier de cette maison. Donc c'est vrai que ça dépend de la façon de vouloir travailler les choses. Mais en tout cas, il faut que les personnes que nous éditons trouvent toujours une place dans ce catalogue. Et pour autant, il faut qu'on puisse faire entrer de nouvelles personnes, parce que c'est la plasticité du catalogue, c'est la façon dont les autres auteurs et les autres autrices vont accepter, coopter, accompagner des fois ces textes. J'aime beaucoup, moi, faire circuler un texte au sein du catalogue. C'est parce que... Je pense à des gens qu'on n'a pas pu rencontrer pour le coup, mais parce qu'elle n'était plus là. Je pense à Louisa Carnes, une autrice très invisibilisée à une époque. Aujourd'hui, on voit traduite dans différents pays, ça fait plaisir, une autrice espagnole. Bon, en France, en l'occurrence, une bonne partie des personnes que nous avons éditées jusque-là ont participé de l'écho, de la reconnaissance de ce texte. Alors voilà, comment expliquer tout ça des fois à une personne ? Ça fait tellement d'éléments à prendre en compte qui ressemble toujours au bout du compte à une sorte de fuite, parce qu'on est toujours capable d'inventer des arguments pour dire non, et au même titre qu'on a bien du mal des fois à se dire pourquoi on s'est emballé comme ça en 24 heures. Bon, j'échappe aux histoires d'enchères sur des textes, vous avez jusqu'à lundi midi pour me répondre, parce que c'est pas notre calendrier, c'est parce que c'est pas notre horloge, et parce qu'il faut toujours que je puisse revenir vers la personne à qui j'ai dit non, parce que ce non, il est contextualisé à un moment. 6 mois après, la situation c'est pas la même. Et donc il faut que je puisse installer une relation. Donc en fait, quand quelque chose se passe avec une personne, je lâche la parole tout de suite après, pardon, mais ce non, c'est pas la fin. Ce non, c'est non maintenant.
C'est plutôt, est-ce qu'il y a une opportunité d'entrer en dialogue? Et puis ça va être un petit peu long, cette histoire, j'en conviens tout à fait. Mais voilà, on va commencer à parler. Ce texte me plaît, me touche. Je ne vois pas comment le publier aujourd'hui. Mais enfin, le fait de nous avoir interpellés pour nous présenter ce texte-là veut dire que quelque part, je dois dialoguer avec la personne qui nous l'a proposé. Et on se met à dialoguer. Et ça prend le temps que ça prend après, c'est tout. Et puis il y a d'autres rencontres qui se font. Le festival nous offre des opportunités d'inviter une personne pour se voir. On a besoin de ça. Ça va super vite. Il y a des gens auprès de qui nous habitons qu'on ne voit pas et on les voit grâce aux autres manifestations, aujourd'hui encore. Donc créer ces petits moments. Chacun travaille comme il peut, en tout cas. Mais on a construit cette maison, on a bâti cette maison dans cette idée-là. Et quoi qu'il advienne, si elle doit s'arrêter, ce ne sera pas parce qu'on aura changé de façon de faire. On aura procédé différemment. Benoît, je vais te couper parce que j'aimerais qu'on entende ces dames. Pardon. Joël, comment... Alors, vous avez amené Laszlo Krasna-Horkai, il vous a occupé de longues années, mais et toujours. Mais comment on continue à se tenir au courant? Comment on continue à essayer d'être apporteuse de projets? Je parlais tout à l'heure de la bourse Archipelagos. C'est important, ce genre de choses, justement, pour la veille. Comment vous faites votre veille? Oui, alors en fait, moi, j'ai découvert cette bourse très récemment et je trouve que c'est formidable. Donc, j'en ai bénéficié cette année. Et ce qui était formidable, c'était de pouvoir consacrer un temps donné uniquement à ça, à rechercher des textes, à rencontrer des auteurs, des éditeurs, enfin, tous les gens qui participent au monde de l'édition. Sinon, bon, de toute façon, je suis liée quand même à tout le monde littéraire hongrois, surtout le monde éditorial hongrois, est beaucoup plus petit qu'en France. On va dire qu'il y a 4 grands éditeurs de littérature en Hongrie, donc je les connais. Par contre, il y avait en Hongrie, et ça c'était bien, au sein ce qu'on appelle c'est le musée Petőfi, enfin c'est l'équivalent du CNL, on va dire, et à l'intérieur il y avait un département spécialisé pour aider à la traduction et à la défense de la littérature hongroise à l'étranger. Et par exemple, il suffisait de leur dire j'ai vu tel livre et ils nous l'envoyaient. Enfin, il y avait voilà. Et maintenant, depuis qu'il y a Viktor Orban et c'est de pire en pire, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a même plus d'aide à la traduction. Ils ont arrêté tous les canaux de dialogue, hein, même avec tous les pays. Donc là, ça devient plus compliqué. Donc j'étais vraiment ravie de profiter de cette bourse. Par contre, le petit revers, oui, c'est que je ne sais pas comment dire. Donc là, j'ai pu avoir accès à beaucoup de nouveautés de littérature. Et après, c'est pas obligé d'avoir un coup de cœur. Je trouve voilà, que la littérature hongroise d'aujourd'hui est plus occidentalisée peut-être, et plus normative, ou je ne sais pas. Donc j'ai pas eu un vrai grand coup de cœur, et ça c'était un petit peu frustrant. Voilà. Mais bon, j'ai trouvé des choses intéressantes, mais pas le grand coup de cœur. Et par contre, il faut être convaincu quand même pour aller apporter un texte à un éditeur. Il faut être très très convaincu. Voilà. Alors il y en a un, oui, je suis très convaincue. Il y en a un autre, je suis très convaincue aussi, mais je l'étais avant. Donc, après, voilà. Donc j'ai encore, je reçois encore, voilà, j'ai pas encore tout lu.
et j'espère. Bon, il y a des choses intéressantes, hein, mais après aussi, et ça c'est un peu mon problème, je ne sais pas si c'est un problème, il y a des livres que j'aime beaucoup, que j'aime lire et que je n'aime pas traduire. C'est un phénomène extrêmement surprenant. Voilà, c'est surprenant. Il y a des textes que j'ai adoré lire et en fait, soit je n'aime pas les traduire ou soit je n'arrive pas bien à les traduire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de... Enfin, ça c'est personnel et peut-être que les gens ne vont pas être d'accord. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de très bons traducteurs et très mauvais traducteurs. Je pense qu'il y a des très bonnes traductions et des très mauvaises traductions, et ça peut être le même qui fasse très bonne traduction, très mauvaise traduction. Je pense que quand on traduit un texte, il y a une espèce de rencontre qui se fait, quelque chose qui se fait qui nous dépasse, et soit il y a quelque chose... Après aussi, moi je me suis rendu compte avec le temps, puisque ça fait quand même maintenant beaucoup d'années que je traduis, il y a certaines traductions que j'ai faites et je n'étais pas très satisfaite de ma traduction et d'autres au contraire. Donc je me suis interrogée et je me suis, je pense, rendu compte de mes... Alors, je ne veux pas dire qualité et défaut, mais je pense que, par exemple, je suis très sensible à la musique. Je suis très sensible à la musique des textes. J'écoute les textes et donc je traduis aussi avec mes oreilles. Et si c'est un texte musical, j'y ai beaucoup de plaisir et je pense que je réussis relativement bien. Par contre, il y a d'autres textes qui ont d'autres qualités, de très grande qualité, mais pas cette qualité-là. Et là, je suis moins performante, on va dire. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire quand je lis un texte, avant, même si j'aime ce texte, avant de le proposer à un éditeur, je traduis un certain nombre de pages et je vois tout de suite si ça va marcher ou pas. Mais c'est assez étrange hein, comme phénomène. Yves, vous rejoignez Joël sur ce phénomène étrange. Et puis quel lecteur on est à la première lecture? C'est l'œil du traducteur qui vient tout de suite ou c'est un œil de lecteur? Comment on se convainc qu'est-ce qui vous meut finalement pour porter ces textes? Il y a une concurrence entre les deux. Quand j'aborde la lecture d'un livre, je demande au traducteur de se taire. Et donc, je m'impose de ne pas lire ce livre à travers le prisme de sa traduisibilité, en quelque sorte. Mais souvent, c'est un pari perdu. Et c'est vrai que le traducteur, que le traducteur revient au galop. En ce qui concerne la question qui était posée à Joël et peut-être à moi, à savoir comment s'imposer l'idée d'un texte à traduire, je dirais que dans le cas de la culture russe, qui est peut-être un cas un peu spécial, c'est entre guillemets facile, parce que la littérature est partout. La littérature, elle est dans la vie. J'écoute beaucoup la radio. La radio russophone parle beaucoup de littérature. Je lis des livres. Les livres se parlent entre eux. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas un travail particulier de veille que j'aurais à faire en m'abonnant au livre hebdo russe pour regarder ce qui sort. Non, c'est un peu dans l'air qu'on respire. Parfois, on passe à côté de grandes choses. C'est un peu vexant. Et puis, parfois, c'est, comme disait Voltaire, Sa Majesté le hasard, qui se met à parler et qui nous envoie, on va être un peu mystique, qui nous envoie des signes intéressants. Il y a quelques mois de cela, j'étais au Kazakhstan, dans le cadre d'un forum littéraire. Une autrice kirghize m'offre un livre écrit en langue russe, un roman.
écrit en langue russe, édité au Kazakhstan à 300 exemplaires, avec une petite dédicace en espérant que ce livre vous plaira. Je l'ai lu, c'est un chef-d'œuvre. Et là, c'est complètement accidentel. Là, c'est pas la radio, c'est pas une conversation, c'est pas livre hebdo russe, c'est le destin qui a parlé. Je vous rassure, j'arrive pas à le placer. Ami éditeur, un roman féministe, hein, féminisme oriental, dont vous m'en avez longuement parlé au téléphone, donc je relais, et un mélange de romans européens. C'est l'Orient et l'Occident, c'est l'autobiographie intime et la grande histoire, c'est Shakespeare et Gengis Khan. Tu veux pas faire du russe, Benoît? J'ai mangé mon crédit parole, donc mais c'était juste pour répondre. Pour le nom, des fois, c'est de savoir si on s'investit dans une langue, un domaine quelconque, si on est capable de le faire, qu'est-ce que ça sous-entend à terme. C'est une des raisons, c'est pas l'unique raison, mais ça peut être ça aussi la raison d'un refus, quoi. Mais cher Benoît, je ne voudrais pas que vous ayez mal. Mais aidez-moi à vous dire non en m'envoyant votre texte. C'est pas... Maintenant, depuis 20 minutes, je vous regarde, je me dis, mais qu'est-ce que je lui ai dit à ce pauvre garçon? Je veux vous dire un truc. Nous, les traducteurs, on est très heureux. D'abord, quand on est traducteur, il faut vivre longtemps. J'ai sorti récemment une traduction d'Ersu Uzala en version intégrale. C'était mon rêve depuis plus de 30 ans. Ma première lettre à un éditeur remonte à 1991. Traduire d'Ersu Uzala de Vladimir Arseniev en version intégrale. J'ai mis 30 ans, mais en plus ça a super bien marché. Et puis c'est un bonheur aussi que d'être dans une traduction, de regarder de temps en temps par la fenêtre, mais il y a une autre fenêtre qui est celle du livre qu'on traduit. On fait parler un pays, quoi. Donc ne le prenez pas mal. Laura, le temps long, ça peut créer aussi des choses un peu bizarre. Je pensais notamment aux traductions du chinois. Je crois que pour quelqu'un qui voudrait lire un roman sur la Chine contemporaine avant d'aller y mettre les pieds, en fait, il n'y a pas grand-chose de récent. Oui, c'est très compliqué. En ce moment, comme les voyages ont beaucoup repris en Chine suite à la nouvelle politique des visas et bien sûr la réouverture du pays depuis le Covid, on a beaucoup de personnes qui reviennent du coup pour préparer leur voyage en Chine, notamment par le biais de la littérature, qui veulent emporter quelques auteurs chinois avec eux pour découvrir le pays à travers leurs yeux. Et on n'a pas beaucoup de titres à leur proposer, d'auteurs des années 2018-2020 récents. Donc parfois, ils ont un vrai choc en arrivant dans le pays, en voyant qu'on peut payer avec sa tête, avec les empreintes digitales. Et nous, on est encore au roman qui se passe dans les campagnes hyper isolées et dans certaines villes où on est encore à payer son abonnement sur un vieux téléphone. Donc on sent qu'il y a aussi certains traducteurs qui sont attachés à leurs auteurs aussi, et ce qui est normal, qui les défendent. Et du coup, on a aussi ce souci de renouveler les traducteurs et d'avoir des primo-traducteurs qui arrivent à se faire leur place justement face au défi d'affronter des éditeurs qui ne connaissent pas, d'arriver sur un marché qu'ils ne maîtrisent pas, et de se faire une place, sachant que pour la littérature chinoise, les traductions sont en baisse. Donc d'avoir des primo-traducteurs qui arriveraient avec des projets un peu plus récents, c'est très compliqué à placer actuellement. Et ça... Oui, parce que les textes existent en VO, par contre.
Oui, bah nous, le rayon VO, il bouge tous les mois, hein, donc on a beaucoup de textes. Après, voilà, il y a peut-être, je retrouve un peu ce que disait Joël, c'est aussi la question de certains traducteurs qui ont été aussi baignés dans des générations d'auteurs chinois qui avaient un peu plus de liberté qu'à présent et qui pouvaient, qui avaient des plumes impressionnantes, des histoires, qui savaient emmener leur lecteur avec eux. Et maintenant, c'est vrai que beaucoup de traducteurs qui viennent à la librairie me disent « je ne retrouve pas la même sensation en lisant les nouveaux auteurs ». Et il y a aussi la difficulté de mettre la main sur certains textes, parce qu'en effet, on a un espèce de babelio chinois qui nous permet de voir tout ce qui paraît en Chine continentale. Mais il y a certains textes qui sont publiés par des petits éditeurs chinois qui ne mettent pas du tout leur catalogue en avant. On ne recevra jamais de catalogue en PDF. C'est à nous d'aller chercher l'information sur les sites de revente. Donc c'est compliqué parfois de mettre la main sur certains textes. Et il y a plein de choses avec la littérature chinoise qui font que... En ce moment, par exemple, on écrit beaucoup de textes courts, mais les textes courts, ça va donner 100 pages en français. Et souvent, les éditeurs répondent aux traducteurs, les Français ne lisent pas de nouvelles. Les Français ne lisent pas de recueils de nouvelles. Et donc, quand on est traducteur d'un pays dont la force majeure, c'est de publier des textes courts, bah, c'est très compliqué de déplacer. Et en même temps, si on ne donne pas l'opportunité aux lecteurs français de mettre la main sur des nouvelles, forcément, il n'en lira jamais. Donc, c'est un vrai débat entre traducteurs et éditeurs sur juste la question de la forme et potentiellement du genre aussi. La littérature hongroise est très attachée aux nouvelles aussi. Joël, vous rencontrez le même problème, j'imagine. Oui, alors en fait, en Hongrie, la nouvelle est un très haut niveau... aussi haut niveau que le roman, et il y a vraiment des nouvellistes hongrois, c'est-à-dire qui maîtrisent la nouvelle de façon extraordinaire, et c'est difficile effectivement de persuader des éditeurs, mais peut-être que ça bouge un peu, mais ça reste compliqué. Et voilà, pareil, mais c'est un peu difficile de comprendre les raisons, en fait. Parce que tout le monde dit non, moi j'adore les nouvelles, mais c'est les éditeurs qui n'en veulent pas. Après, non, moi j'adore les nouvelles, mais c'est les libraires qui n'en veulent pas. Enfin, il y a une espèce de... Tout le monde adore les nouvelles, mais il y a toujours quelqu'un qui n'en veut pas. Et oui, c'est dommage, parce que... Enfin, moi, je connais 2-3 novellistes hongrois qui sont mais vraiment extraordinaires. Et peut-être que l'art de la nouvelle n'est pas aussi développé en France. Donc, il n'y a peut-être pas non plus les mêmes références. Je ne sais pas. Mais bon, mais je n'abdique pas. Hein, je continue. Et les pauvres novellistes hongrois, certains ont quand même été publiés en français. Par exemple, je pense à un écrivain hongrois qui s'appelle Dorvosi, qui avait publié chez Actes Sud un recueil de nouvelles. Alors lui, c'est un novelliste extraordinaire. Et Actes Sud, comme souvent, lui ont dit oui, mais il faudrait écrire un roman. En France, c'est le roman. Du coup, il a écrit un roman, mais alors il est passé de la nouvelle de 12 pages, au roman de 800 pages, direct. Et c'est beaucoup... Et en fait, quand on est un grand novelliste, on ne maîtrise pas le roman. Donc, voilà. Mais en Hongrie, tout comme la poésie d'ailleurs, hein, la poésie, la nouvelle et le roman sont à pied d'égalité. Et avec de très grands artistes. Pour moi, ce sont des artistes. Merci. Benoît, il ne sera pas dit que je ne vous redonnerai pas la parole. D'un pays l'autre, vous en avez parlé. On peut d'ailleurs dire que ça aura lieu du 20 au 23 novembre prochain. Oui. Donc dans les Hauts-de-France et à Bruxelles, entre les Hauts-de-France et Bruxelles. Vous avez changé vos dates d'ailleurs, parce qu'avant vous étiez dans la continuité du festival VOVF. Oui, on a toujours essayé de jouer avec ces dates-là, mais en fait,
ça fait quand même quelques années que j'ai du mal à profiter de la manifestation parce que tout s'enchaîne. Et qu'on est en début octobre, en fait, on arrive assez vite début septembre, là. Demain, c'est le 1er septembre. Et on est déjà en retard. Donc, je ne sais pas. Cette année, on a essayé autre chose, d'être un petit peu plus lointain dans le calendrier, mais pour finalement mieux travailler aussi avec les lieux qui nous accueillent. Parce que c'est le carambolage, là, début septembre. Donc, c'est une petite structure, la Contralée. C'est un festival qui fait partie de l'ADN de la maison maintenant, mais c'est quand même les mêmes personnes. C'est aussi l'occasion de ramener tout le monde, les personnes qui travaillent à distance, d'être là. Mais non, c'est juste de faire attention aussi à quand les bibliothèques nous accueillent. Beaucoup de bibliothèques nous accueillent. Beaucoup de lieux différents. C'est de pouvoir être bien attentif à la programmation qui va se dérouler de la rentrée jusqu'à novembre, pour nous en l'occurrence, et de pouvoir interagir dans cette programmation. Finalement faire naître la manifestation que l'on va y produire dans l'imaginaire des gens, enfin en tout cas ce désir. Donc passer du temps avec les gens qui nous accueillent, ça fait partie de l'histoire aussi, parce que finalement c'est aussi l'occasion de dialoguer sur des programmations à venir chez eux, chez nous. Donc voilà la raison pour laquelle on a mis du temps à prendre ces décisions-là. Je peux rebondir sur les nouvelles Bien sûr. Oui. Non mais parce que c'est dans le pays des noms là. C'est assez fou quand même de s'interdire ces plaisirs de lecture. C'est quand même quelque chose d'assez... je ne sais pas. Mais je reprends cet exemple. Chez nous, par exemple, ça fait maintenant plus de 10 ans, 2013, qu'on a gommé les genres sur les couvertures. Ça fait, depuis le début de la maison, on met le nom des traducteurs et des traductrices. Ça fait partie d'un enjeu important pour nous. Mais on a par contre gommé les genres. Et ça a aidé des textes. Mais pour rester sur l'histoire de la nouvelle, vous voyez, je reprends l'exemple de Louisa Carnes, dont on a réussi quelque chose de très beau avec un texte de cette autrice qui avait obtenu le prix mémorable et qui nous avait donc permis de dialoguer beaucoup avec bon nombre de libraires autour de cette autrice. Et donc on voulait continuer le travail parce qu'elle a une belle production en nouvelles, cette autrice. Et donc on a composé un recueil de nouvelles qu'on a publiées ensuite. On a essayé de préparer une belle brochure, tout ça pour... Enfin bref, en se disant, tous ces libraires qui ont adoré ce texte seront heureux de pouvoir, je sais pas, prolonger le geste. La brochure, essayer de donner quelque chose de la raison d'être aussi de tout ça. Voilà. Et on a tous pris un mur. C'est finalement un ouvrage... je ne voudrais pas dire le mot que j'allais dire, mais bref... C'est comme si on ne l'avait pas fait. Voilà. Mais je n'ai pas d'explication rationnelle, si ce n'est que quelque chose où tout le monde démissionne à cet endroit-là, parce qu'il y a ce non généralisé là, qui nous empêche. Il nous reste 10 minutes, alors ne démissionnons pas face aux nouvelles. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre... 10 minutes, je peux déborder encore un peu ou pas ? Bon, on va laisser la parole, voilà. Moi, j'en ai posé que la moitié des miennes, je peux encore. S'il n'y en a pas. C'est des questions. Ah. Sophie a posé une question pendant la table ronde de ce matin, donc je m'étais promis de lui rendre l'appareil. J'avais une question pour Laura, enfin pour tout le monde, mais peut-être plus spécifiquement pour Laura, sur le rôle des traducteurs comme apporteurs de textes classiques, parce qu'en fait là vous avez beaucoup parlé de la création contemporaine, mais sur les marchés chinois, coréens, japonais, qui sont quand même pas mal insérés dans le marché mondial du livre, présents sur les foires, etc. Est-ce que là où il n'y a pas un manque, c'est sur des trous dans la raquette de l'histoire littéraire, de textes plus anciens qui mériteraient d'être traduits pour la première fois en français? Oui, c'est vrai. Pour le chinois, je pense qu'on est quand même bien servi, pour le coup, parce que ça fait partie d'une réflexion qu'on avait tout à l'heure avec quelques amis qui ont fait des études en lien avec la Chine, qu'on a quand même eu des grands sinologues en France qui ont fait tout ce travail de traduction de textes classiques. Donc pour la Chine,
On a les plus grands classiques qui sont traduits, on en a certains qui sont multi-traduits pour faire référence à la conversation de tout à l'heure. On a beaucoup de traductions, retraductions, et ce qui d'ailleurs est au cœur de notre métier, nous, en tant que spécialistes de la littérature chinoise. On doit savoir qui sont les traducteurs et faire des comparaisons avec les clients pour pouvoir les aiguiller vers telle ou telle traduction. Pour le Japon, on a quand même de bons classiques, mais c'est vrai qu'il y a un vrai manque. Et là, on fait aussi appel à la maîtrise de la langue. Parmi les traducteurs qu'on a à présent, beaucoup sont formés juste pour le japonais d'aujourd'hui. Ça demande une vraie maîtrise de la langue, de savoir maîtriser le japonais classique, si je peux dire comme ça. Et idem pour le chinois classique. On est très peu à pouvoir vraiment traduire du chinois classique vers le français. Et pour le coréen, là, on fait face à... Déjà, il y a peu encore de textes contemporains coréens traduits. Tout le monde parle de Han Kang, mais elle existait bien avant le prix Nobel. Et on avait très peu d'auteurs coréens. Et donc, du coup, c'est vrai que pour le coréen, on doit avoir quelques textes classiques. Et après, des éditeurs comme, par exemple, les éditions Imago, qui font ce travail de traduire une dizaine, quinzaine de textes classiques. Mais c'est une maison dédiée, comme Verdier par exemple pour le japonais, avec le Di des Eke et autres qui sont des grands textes. Donc il y a des manques, mais pareil, il faut avoir les traducteurs qui sont en capacité et qui ont l'envie de traduire des textes classiques. Et il faut trouver les bonnes collections, là pour le coup, chez des éditeurs, pour prendre le pari de traduire un texte classique. Bonjour. Une question, je ne sais pas si vous aurez la réponse, en tout cas je vais tenter. Est-ce que, si on prend l'espagnol par exemple, on a cité hier, je crois, Garcia Marquez, des grands noms de Vargas Llosa, bon, ils sont morts, mais en tout cas des grands auteurs vivants, disons, connus, et il y a des traducteurs ou traductrices attitrés. Et après, il y a tous les autres. Est-ce qu'il y a des maisons d'édition qui privilégient dans ce cas-là les agents littéraires et qui ne veulent pas perdre de temps, entre guillemets, avec des gens qui traduisent, qui essaient d'être traducteurs ou traductrices, on sait que c'est compliqué, mais qui envoient donc un certain nombre de pages, etc. Mais est-ce que vous savez que si dans le milieu de l'édition, pour des raisons d'efficacité, entre guillemets, de réseau, privilégient les agents littéraires, vont au salon à Francfort et ailleurs, et puis écartent le fameux pays du non, écartent donc rapidement ce genre de propositions. Merci. Je pense que les agents littéraires ont pris, enfin, par exemple pour un pays comme la Hongrie, où quand moi j'ai commencé à traduire, il n'y avait absolument pas d'agents littéraires, donc tout reposait sur nous. Aujourd'hui, oui, il y a quand même tous les auteurs ont des agents ou ont des éditeurs qui leur servent d'agents, mais je pense que ça n'exclut pas le rôle des traducteurs, les deux. Et je pense qu'il y a aussi des éditeurs qui ont créé des liens avec, par exemple, avec des traducteurs, et donc ils seront toujours ravis à l'écoute de leur... Non, juste, c'est moins vrai, c'est moins vrai pour les jeunes traducteurs ou traductrices qui se lancent. Oui. Après, moi, je pense que ça dépend aussi beaucoup des langues. Hein, parce qu'il y a le problème des traducteurs, des éditeurs, qui ne peuvent pas lire les textes dans la version originale, et les éditeurs qui peuvent lire dans la version originale. Là, ce ne sont pas forcément les mêmes enjeux. Il y a des éditeurs qui ne veulent pas traduire des textes qu'ils n'arrivent pas à lire dans la version originale, et d'autres qui sont ouverts. Mais ceux qui sont ouverts, ils seront ouverts à des propositions de traducteurs, y compris, je pense, de jeunes
Enfin, je pense. Je sais pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir dire des choses intelligentes sur le sujet, sinon que c'est quand même... c'est peut-être pas une réponse à votre question, mais c'est comme ça que je l'interprète. Je crois que c'est un monde assez sain quand même. Jamais, depuis toutes ces longues années, etc., je n'ai vu de coup tordu. Quand il s'agit de la question du choix du traducteur, ou je ne sais pas si la mise en concurrence ou le jeu de préférence qui peut se produire pour un traducteur fait partie de votre question ou pas. Et il y a de la part des éditeurs au contraire une certaine fidélité au traducteur, une certaine sensibilité. J'ai souvenir d'un grand auteur russe classique, Vladimir Makanin, chez Gallimard, dont la traductrice, entre guillemets, attitrée, n'a pas souhaité traduire un roman en raison de, comment dire, du rapport de l'auteur à la sexualité. Ça l'a choqué un petit peu. Il m'a été demandé de traduire ce roman, Frayeur, de Vladimir Makin, mais le roman d'après, c'est sa traductrice qui a repris la main et tout ça s'est fait, je dirais, d'une belle façon. J'ai un autre exemple aussi qui, je ne sais pas si c'est une réponse à votre question, raison pour laquelle je ne me suis pas précipité sur le micro. J'ai eu vent, dans Livre Hebdo, de la mise en traduction des mémoires d'Alexeï Navalny. Et j'ai souhaité les traduire, ces mémoires. Et je me sentais tout à fait légitime parce que je connais le style. Chez lui, il y a chez Navalny, il y a un style, il y a un tissu de référence, il y a un sourire, il y a un sarcasme, et que j'ai souvent entendu dire des écrivains russes on peut envier Navalny, virgule, comme écrivain. Donc ça m'intéressait. Puis finalement, j'ai découvert que c'était un projet commercial, que Navalny serait traduit non pas du russe, mais de l'anglais, que le texte anglais était le texte matrice, et que, etc., etc. Donc là, effectivement, le pool des traducteurs était géré de New York par l'agent littéraire. Pour essayer de répondre en croisant les champs un peu comme ça, je pense qu'il y a, comme vous le disiez bien, ça ne s'oppose pas à agence et le fait de pouvoir qu'un traducteur ou qu'une traductrice apporte un texte. Ça peut même parfois, à certains moments, pour l'avoir vu chez nous, entrer en complémentarité, c'est-à-dire qu'une traductrice trouve, en tout cas, un travail à essayer de faire traduire un texte de chez nous à l'étranger. Je pense à deux textes, en l'occurrence, plusieurs peut-être, mais là, en l'occurrence, c'était pour Perrine Lequerec, un texte qui s'appelle Rouge Pute, qui était qui est traduit au Japon. C'est la traductrice qui a fait le travail au départ de recherche d'une maison, en passant par une revue d'abord, puis la maison. Et ensuite, nous, finalement, on a délégué le travail à l'agence, avec une agence avec laquelle on peut collaborer régulièrement, ne serait-ce que pour essayer de comprendre qui était la maison d'édition. Parce qu'on, là, pour le coup, ce paysage-là, éditorial, on n'en avait aucune lecture. Et cette agence est en mesure, alors, d'identifier la qualité de cette maison et d'accompagner aussi, finalement, tout ce qui est de l'ordre de la contractualisation qui peut aller. Donc, vous voyez, ça peut tout à fait se cumuler, tout ça. Et puis je souris parce que c'est Archipelago, donc ça c'est la dernière session pour nous d'une maison aux États-Unis qui s'appelle Archipelago, pour Sophie Géluca,
Et là, c'est pareil, si vous voulez, c'est aussi une traductrice qui a fait le travail d'identifier la maison, d'identifier ce texte et de se dire que il y a un enjeu de traduction dans ce texte, et cet enjeu de traduction pourrait potentiellement plaire à cette maison-là. Et c'est pareil, c'est aussi une agence dont une des personnes interviendra tout à l'heure, elle se présentera, qui a fait le travail, qui a permis finalement de finaliser cette réalisation-là. Oui, parce qu'effectivement, avec la maison d'édition, vous, Benoît, vous êtes à la fois, il y a la traduction, il y a l'ex-traduction pour vos textes français, ce qui fait que vous connaissez aussi, vous êtes aussi en contact avec des traducteurs étrangers qui vont amener ces textes-là vers d'autres pays et d'autres langues. Oui, et puis, comment dire, c'est quand même... comment remercier ça? C'est ce prolongement d'un tapuscrit qui devient une première édition, puis une nouvelle édition, un autre regard. Je vois bien comment, quand on accompagne une traduction ici, ce que ça peut ouvrir comme dialogue sur le texte, de petites modifications. On a vu combien de fois une réimpression à l'étranger profiter du regard de la traductrice ou du traducteur. Et ça, c'est pas dire qu'une erreur, c'est partout, ou une reprécision. Donc voilà, quand on entre dans ce truc un peu vertueux, je vous rejoins tout à fait, il n'y a pas que... Il y en a de temps en temps quand même, des coups tordus. Mais bien sûr que quand tout le monde est concentré sur cette histoire qu'est le texte, c'est assez facile d'être d'accord. C'est pas le problème, ça. C'est d'autres considérations après qui viennent troubler l'histoire. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une complémentarité des fois, et des fois certainement pour certaines maisons, par rapport à leur fonctionnement, la tâche qu'elles ont à assumer, les agences font gagner du temps. C'est aussi, bien sûr. Je ne l'ai pas mentionné, mais Benoît, vous avez aussi une particularité au catalogue, outre votre collection Fiction d'Europe, bon, on est en plein dedans, mais vous avez aussi créé une collection qui s'appelle Contrebande, qui est une collection qui fait entendre la parole des traductrices ou des traducteurs, qui parlent de leur parcours, de leur réflexion par rapport au travail de la langue, du choix des langues. Il y a notamment un texte magnifique de Corinna Gepner, qui était un des deux premiers titres de la collection. C'est vraiment une collection de réflexion autour de la traduction. Et c'est vrai qu'entre ça et le festival, vous laissez une large parole aux traductrices et aux traducteurs à la Contralée. Texte traduit en Argentine, le texte de Corinna Gepner, et dont on a eu aujourd'hui une sollicitation d'un traducteur pour un autre texte de Corinna, qui va faire ce travail de présentation à des maisons argentines. Cette collection-là, comme ce dialogue qui s'opère lors du festival, ou en tout cas sur la préparation de textes, on a... Comment dire, je pense que c'est vraiment l'endroit où j'ai appris le plus à travailler le texte, c'est dans ce dialogue-là. Aujourd'hui, pour décliner le propos, travailler sur est-ce qu'on module une formulation, une syntaxe, qu'est-ce qu'on fait à travers cet endroit-là, est-ce qu'on essaie de normaliser quelque chose, ou au contraire, on reste sur le plus d'étrangeté possible. Et bien tout ça, c'est venu répondre assez simplement à quand on édite un auteur ou une autrice québécoise, qu'est-ce qu'on fait de certaines expressions idiomatiques comme ça. Bon, ben on les garde. Il n'y a vraiment plus de questions à se poser. On ne sait même pas pourquoi on se les est posées, ces questions. On a pu se les poser. Ouais. Est-ce qu'il y a une toute dernière question, ou est-ce que je vous laisse partir en pause? J'ai dit le mot magique. Alors, je laisse le mot de la fin à Joël. Un tout petit, parce que comme ici il y a beaucoup de libraires, je voulais dire que Laszlo Krasna-Horkai, mais aussi Dragoman, quand ils viennent en France, sont émerveillés par les petits mots des libraires sur leur coup de cœur. Non, mais c'est vrai, et je ne sais pas si ça existe ailleurs dans le monde. Mais voilà, je voulais quand même... et ils essayent souvent de les shipper, où ils demandent aux libraires s'ils peuvent les prendre, et ça les touche beaucoup. Voilà, une déclaration d'amour au notule des libraires. Joël Dufeuilly, Laura Raoult, Yves Gauthier, Benoît Véry, un grand merci pour ce moment rare et précieux de vous entendre tous les quatre. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais notamment dans les langues rares, le traducteur, apporteur de projets est encore plus important. Et donc,
prenons soin de nos apporteurs de projets. Merci à tous les quatre. Merci.